Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire le débrief du Tour de l'Algarve qui s'est déroulé la semaine dernière, c'était de mercredi à dimanche du côté de ce Tour de l'Algarve, 5 étapes avec un contre-la-montre de 25 km et puis des étapes de moyenne montagne, ce ne sont pas des étapes extrêmement difficiles en termes de dénivelé. Mais voilà, il y avait toujours des petites bosses un peu qui traînaient un peu partout pendant ces différentes étapes. On va revenir sur ce qui s'est passé sur les tops et flops de sa 49e édition. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu pendant cette semaine de compétition. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires. Quand vous rajoutez la petite cloche, vous pouvez mettre également toutes les notifications. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Saint Graal. EPS 2.0 sur Spotify. Et puis TikTok, en ce moment, c'est en pause. Mais ça va reprendre notamment avec les classiques pavés de la fin de semaine, le début de la saison. Avec l'Umlutes Newsblad, il y aura pas mal de choses à dire. Du côté du cyclisme, c'est pas mal de présentations de courses à partir de jeudi, vendredi. Là, ça va être assez chaud. Et prochain épisode de PS 2.0, je pense que ça sera pas vendredi là, ça sera vendredi de la semaine prochaine. On parlera d'une discipline de sport mécanique, je n'en dis pas plus. Du côté du Tour de l'Algarve, une édition qui a été bien cadenassée par Ineos. Ineos a tenté de cadenasser la course énormément, c'est-à-dire qu'ils ont bossé un petit peu tous les jours. Ineos, notamment pour Pidcock, notamment aussi pour Martinez. Mais voilà, ils ont énormément travaillé Ineos cette semaine. On a eu un gros et un grand Magnus Cort Nielsen sur 2 étapes qui a été impressionnant. Christophe aussi, les Danois ont été performants sur les 3 premiers jours de course. Et puis après, Pidcock et Ineos qui ont fait un très bon week-end. Donc ça a été une course... c'est toujours une course un petit peu plaisante à regarder. En plus, le contre-la-montre de 25 bornes. Alors des fois il a été plus long l'année dernière, il faisait plutôt 35. C'était l'un des plus longs contre-la-montre de la saison, mais c'est un contre-la-montre qui est intéressant parce que ça permet aux coureurs pour la première fois de l'année parfois de reprendre un vélo de contre-la-montre. Là, c'était surtout intéressant parce qu'on a eu pas mal de modifications au niveau de la réglementation sur les vélos de contre-la-montre, notamment sur les gabarits entre 1m85 et 1m90. Ça aide énormément ces modifications-là et on voit pas mal de changements au niveau des positions. Et donc, c'était intéressant de voir comment tout le monde allait se comporter sur le long contre-la-montre. Et puis, voilà, des sprints qui n'étaient pas extrêmement dangereux en plus, ces sprints. J'ai bien aimé. On avait toujours une belle largeur de route. Pas trop de virages dans le final, donc c'était plutôt bien organisé ce Tour de l'Algarve cette année. Voilà, j'ai pas eu, c'est rare en ce moment sur des courses cyclistes, mais là j'ai pas eu grand chose à noter au niveau soucis sur cette épreuve du Tour de l'Algarve. Donc voilà, plutôt content de cette épreuve, de l'avoir suivi. Voilà, c'est toujours une épreuve sympathique. Le Tour de l'Algarve. Alors oui, il n'y avait pas que Pogacar, c'était peut-être pas le niveau du Tour d'Andalousie avec Enric Mas et Pogacar, mais il y a eu quand même un niveau intéressant sur ce Tour de l'Algarve. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire non plus sur cette épreuve portugaise. Et on commence tout de suite avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, eh bien, je commence avec un coureur danois. Magnus Cort Nielsen, impressionnant sur le début de semaine, Cort Nielsen, et surtout sur les 2 étapes qu'il a remportées. Il fait vraiment un énorme sprint vendredi. Moi, il m'a vraiment impressionné vendredi parce que sprint de 400 mètres quasiment sur cette étape-là. Donc là, encore une fois, Cort Nielsen, il est capable de sortir des trucs de temps en temps qui sont assez formidables quand même. Il finit même 9e du général, ce qui est assez rare. Encore une fois, il y avait quand même... Alors, c'était pas de la haute montagne, mais encore une fois, il y avait des étapes qui n'étaient pas faciles pour Cort Nielsen. Non, il a été impressionnant, il a porté le maillot de leader pendant 2 jours. Et puis vraiment, l'étape de vendredi, impressionnant. Il sprint 400 mètres.
400 mètres, voilà. Alors que ils font déjà un effort, parce que faut rappeler un petit peu si vous n'avez pas vu l'étape de vendredi. C'est-à-dire que vous avez un sprint intermédiaire qui devait être à une grosse vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Ineos tente de rouler extrêmement fort. Et ils sortent avec Pidcock, avec également du côté des coureurs qui sortent. Il y avait Kort Nielsen. On avait aussi Rui Costa, par exemple, qui est sorti à ce moment-là. Enfin voilà, ils étaient ils étaient 5-6 coureurs à être à l'avant de la course. Donc Kort Nielsen à ce moment-là. Et ils décident de rouler, de collaborer après le sprint intermédiaire. Donc ce qui fait que ils ont pu se battre pour le sprint. Sauf que en fait ils se font quasiment reprendre par le peloton dans le final. Et lui il a décidé de lancer son sprint au dernier virage. Le dernier virage était à 400-450 mètres de l'arrivée. Donc chapeau de la part de Kort Nielsen parce que c'était vraiment un énorme sprint pour Magnus Kort Nielsen. Sur cette étape-là, et donc 9e du général pour le Danois. Et c'est bien parce que ces dernières années, il avait plutôt tendance à démarrer piano ses saisons, que ça soit en 2022 et en 2021. Il n'avait pas fait des gros débuts de saison. Alors en 2022, il avait gagné une étape sur Grand Camino. Donc c'était au mois de février, mais ensuite Tirreno il était passé à côté, il avait abandonné très vite à Gran Camino. Sur l'étoile de Bessèges, il n'avait pas eu de grands résultats. En 2021, là aussi c'était pareil, hein, pas de grands résultats, sauf sa victoire d'étape sur Paris-Nice, mais Paris-Nice c'est quand même mi-mars, hein, donc on est un peu sur notre période de la saison. Il a jamais vraiment fait des gros débuts de saison, ce qui semble extraordinaire parce qu'il a les qualités pour faire des classiques. Oui, il faut remonter à l'étoile de Bessèges pour qu'il gagne sur la première course de sa saison en 2020. Et en 2019, c'est pas un coureur qui est habitué à faire des gros débuts de saison. Par contre, quand il fait des gros débuts de saison, normalement ça se passe pas mal ensuite derrière. Je regarde notamment en 2020, il avait remporté une victoire d'étape sur la Volta. Donc ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est un coureur qui est assez atypique, Kort Nielsen, parce qu'il a le profil presque idéal pour les classiques, parce qu'il passe bien les bosses, parce que c'est un très bon sprinter, c'est un coureur qui est très endurant, qui est pas mauvais en termes de récupération, Kort Nielsen, mais il n'a jamais eu de résultats sur les classiques. Il n'a pas de résultats sur les classiques flandriennes. Il a beaucoup de résultats sur les courses par étapes, et pas sur les classiques, parce que aussi, assez régulièrement, il faisait pas des gros débuts de saison, et c'était un problème. Donc peut-être qu'il y a un nouvel objectif chez EF pour lui cette année, et qu'il a envie de se montrer en début de saison, notamment parce que c'est un coureur qui a le profil pour Milan-San Remo, Kort Nielsen, parmi les courses où il peut s'imposer, Milan-San Remo, c'est une course où il a le profil pour. Il n'a jamais eu de grands résultats sur Milan-San Remo. Donc là, ça va peut-être un peu mieux se passer pour Kort Nielsen. Parce que sur Milan-San Remo, meilleur résultat 8e, mais ça remonte déjà à 2018. Donc ça commence à faire un petit peu une trotte. Il avait fait 11e en 2017. Voilà. Et Paris-Roubaix, il n'a jamais vraiment fini. À part Milan-San Remo, il n'a aucun autre résultat sur d'autres classiques, sur d'autres monuments. Là, je regardais principalement les monuments, alors qu'il a quand même le profil également pour être performant sur un Tour des Flandres ou sur d'autres épreuves de ce type-là, parce qu'il n'y a pas que les classiques non plus. Un Gambé-Galgame, il pourrait être performant, mais il n'a jamais de grands résultats sur ces courses-là. Donc là, peut-être qu'avec il a l'air d'être en très grande forme en ce début de saison. Ça va peut-être plutôt pas trop mal se passer pour Magnus Kort Nielsen, mais impressionnant. Vraiment, regardez son sprint de 400 mètres sur l'étape de vendredi, donc l'étape 3. C'était assez impressionnant. Je continue avec Rémi Cavagna. Eh bien, pourquoi Rémi Cavagna? Ça fait partie des coureurs qui sont favorisés par les nouvelles règles. Pourquoi Rémi Cavagna? Il fait 1m86. Donc, il faisait partie des concurrents qui étaient un peu défavorisés avec les anciennes règles. Parce que je rappelle, basiquement, les anciennes règles au niveau des positions du côté du contre-la-montre, il y avait une règle pour les coureurs de plus d'1m90 et une règle pour les coureurs qui faisaient moins d'1m90.
1m90. La limite était 1m90. C'est-à-dire qu'entre un Remco Evenepoel qui fait 1m75 et un Cavagna qui faisait 11 cm de plus, c'était les mêmes positionnements, c'était les mêmes règles qui s'appliquaient. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a désormais une règle pour les coureurs qui font plus d'1m85. Voilà, on a une règle pour les coureurs qui font jusqu'à 1m85. De 1m85 à 1m90, on a une nouvelle règle. Et en plus d'1m90, on a gardé, on va dire, la même règle basiquement, même si tout le monde en fait a le droit de s'allonger un peu plus sur le vélo. Ça, c'est on va dire, sur la règle du contre-la-montre. Et Rémi Cavagna, 1m86, il fait partie de ceux qui sont le plus favorisés par ces nouvelles règles, par ce nouveau positionnement sur le vélo. Et ça se voit quand même en termes de résultats, parce que, alors certes, vous allez me dire, Ghana, il a énormément roulé ce week-end, pendant toute la semaine. D'accord, ok. Sauf que il ne perd que 4 secondes sur Stefan Kung sur 25 bornes. Donc c'est quand même pas mal. Il colle quand même 6 secondes sur Filippo Ganna sur 24 km. Ça veut dire qu'on est sur du 3-4 dixièmes par kilomètre, c'est pas mal. Il colle également 12 secondes à Martinez. Tobias Foss, champion du monde en titre, lui est relégué à 25 secondes. Donc c'est plutôt une très très grande performance de la part de Rémi Cavagna. C'est depuis longtemps quand même qu'on n'avait pas vu Rémi Cavagna à ce niveau-là. Donc ça montre déjà qu'il progresse quand même régulièrement sur le chrono depuis quelques temps. Rémi Cavagna, on l'avait vu notamment sur la Vuelta, mais c'est quelqu'un qui maintenant travaille spécifiquement, quand même beaucoup plus spécifiquement le contre-la-montre. Et surtout, ça montre que dans ces nouvelles règles, l'aide quand même grandement au niveau de la position sur le vélo. Il est beaucoup plus aisé maintenant pour un mètre d'1m86 d'avoir une position sur le vélo beaucoup plus agréable. Et c'est pareil pour Kung. Kung, il avait également une position... Avant Kung, ça faisait partie des coureurs, un peu comme Armirail, qui étaient très très hauts sur leur prolongateur. C'est-à-dire qu'ils avaient des sortes d'équerres au niveau des prolongateurs pour surélever énormément les prolongateurs, mais ce qui fait qu'ils étaient un peu pâteaux sur le comportement sur le vélo. Ça avait tendance à pas mal bouger, à faire pas mal d'essuie-glace, on va dire, sur la route, surtout quand il y avait un peu de vent latéral. Et là, je le voyais, il était beaucoup plus stable sur son vélo, parce qu'il peut monter les bras maintenant beaucoup plus haut sans être obligé d'utiliser des équerres. Et on voit que c'est beaucoup mieux, le positionnement sur le vélo de Kung est beaucoup plus agréable à regarder à l'œil. Et Cavagna, c'est un peu la même chose. C'est beaucoup plus évident maintenant pour ces coureurs-là avec ces nouvelles règles UCI. Et puis je termine avec Daniel Felipe Martinez, le coureur d'Ineos. C'est un peu la bonne semaine, on va dire, de travail de Ineos, conclu par cette victoire de Daniel Felipe Martinez sur ce Tour de l'Algarve. C'est une belle victoire. Il confirme que sur les courses de 4-5 jours, il est très performant. Daniel Felipe Martinez, la ligne dernière, il avait été bon sur ce type de format-là. Donc il confirme sur ce type de course-là. Daniel Felipe Martinez, bon contre-la-montre également, de la part du coureur colombien. Ça, on sait qu'il a toujours eu un talent sur le contre-la-montre, mais là je trouve qu'au niveau des écarts, notamment avec Stefan Kung, c'est vraiment bien. Il n'y a pas tant d'écart que ça, on est sur 16 secondes, encore une fois sur 24 km, c'est vraiment pas mal. Et puis surtout, du côté de Daniel Felipe Martinez au niveau de cette semaine, ça lui a permis de retrouver pas mal de confiance. Parce que c'est vrai que l'année dernière, grosse première partie de saison, et puis ensuite, à partir du Tour de Suisse, ça s'est complètement écroulé. On n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé à partir du Tour de Suisse pour Daniel Felipe Martinez, qui avait dû laisser la victoire, on va dire, à Geraint Thomas. Alors c'était lui techniquement le leader avant cette course. Sur le Tour de France, il s'était complètement écroulé. Le Tour de San Juan, il n'est pas dedans, il finit 25e du général, sauf qu'à San Juan, il n'y avait quand même pas grand monde. Il continue avec les championnats de Colombie, 5e du contre-la-montre, 2e de la course sur route. Course sur route qui est toujours très compliqué en Colombie en termes de dénivelé. Et le retour en Europe n'est pas toujours facile. Quand vous passez en plus un gros temps en Amérique du Sud, il faut se réadapter au climat, il faut se réadapter également aux horaires. Pour les Colombiens, il y a 6 heures, 7 heures de décalage horaire à se prendre dans la tête, c'est pas toujours facile. Lui, il s'en est plutôt bien sorti. Daniel Felipe Martinez, avec la 6e place sur l'Alto do Malao, où il a bossé quand même pour Pidcock, et puis 4e de ce contre-la-montre à Lagoa.
Donc belle semaine de la part de Daniel Felipe Martinez, mais en fait ça conclut la belle semaine qu'a fait Ineos, où on a pas mal bossé du côté de chez Ineos, notamment autour de Pidcock, mais également autour de Daniel Felipe Martinez. Voilà, on a fait un énorme travail pour créer une course de mouvement du côté de Ineos, et c'est bien pour Pidcock aussi, hein, parce que ça rassure. L'année dernière, on se souvient, il avait eu du mal à s'en sortir après sa saison de cyclocross, qui avait été très longue. Là, c'est vrai que cette année, il a décidé de raccourcir sa saison de cyclocross. Il n'a pas été au championnat du monde, il n'a pas défendu son titre. Et ce qui fait qu'il a eu un peu plus de temps de repos que ce qu'il avait pu avoir l'année dernière. Également du côté d'Ineos, hein, on s'ajuste avec Pidcock pour avoir la meilleure saison possible et surtout éviter les gros trous de mou qu'il avait connus l'année dernière en première partie de saison. Mais voilà, belle performance de la part de Daniel Felipe Martinez. Pidcock, alors dommage Pidcock, sa figure lors du contre-la-montre, ça lui a coûté un petit peu de temps. Ce cyclocross, mi-cyclisme sur piste, mi-cyclocross sur le contre-la-montre, ça lui a coûté un petit peu cher. On passe tout de suite au coureur au top. On passe plutôt du côté des bonnets d'âne, hein, vous avez bien suivi, et pas du coureur au top, petit lapsus de ma part. Du côté des bonnets d'âne sur cette semaine de compétition, eh bien je commence avec Arensman, le coureur néerlandais. Alors autant Ineos a fait du bon boulot, ça y a pas de problème. Autant Arensman, je ne comprends pas son utilisation par Ineos, c'est-à-dire qu'on le met quand même simple équipier. C'est un peu bizarre quand même. Tu recrutes Arensman. Arensman, c'est quand même un mec qui a gagné une étape sur la dernière Vuelta, qui a fait un bon top 10, 7ème je crois, de la dernière Vuelta de tête, qui avait énormément performé avec la DSM, notamment autour de Romain Bardet, qui avait fait un gros travail autour de Romain Bardet, qui avait fait également un Giro intéressant une fois que Romain Bardet avait abandonné. Et je comprends pas pourquoi ils l'utilisent depuis le début de saison. Ils le font déjà énormément rouler pour un coureur qui est quand même plutôt sur un profil grand tour, Arensman. Hein. C'est quand même plutôt un coureur de grand tour qui est plutôt sur ce profil-là. Donc je trouve qu'on l'utilise énormément, on le fait énormément rouler. Et surtout on l'utilise en tant qu'équipier. Alors que moi j'avais plutôt compris que quand on recrutait Arensman, c'était pour en faire sa nouvelle pépite du côté des courses par étapes, parce que Geraint Thomas n'est pas tout jeune, parce qu'on a perdu Richie Porte, parce qu'on n'a plus Adam Yates non plus, donc il faut trouver des nouveaux coureurs, et je trouve que Arensman c'était un peu cette pépite-là. Et pour le moment, il l'utilise quand même beaucoup en tant qu'équipier, donc j'ai du mal à comprendre cette stratégie. Surtout qu'il m'a pas l'air en mauvaise forme, parce que c'est sur quelle course où je l'ai vu en échappée Arensman en début de saison. Ça va peut-être me revenir, mais peut-être pas. Je sais plus. On l'a vu, c'était pas sur les Trofeo Palma de Majorque où il était échappé. Il a été échappé en début de saison et il m'a fait vraiment une belle impression lors de cette échappée-là, même si je me souviens plus c'était sur quelle course. C'est vrai que l'utiliser seulement équipier, bah c'est pas top pour Thymen Arensman, qui a pas fait en plus un mauvais chrono. Hein, il finit à 32 secondes. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi on l'utilise équipier, simple équipier, alors qu'il a l'air plutôt d'être en forme et performant. Thymen Arensman. Stefan Bissegger, mauvais contre-la-montre pour lui. Hein, Bissegger, et il commence à les enchaîner, les mauvais contre-la-montre. Alors le Suisse a raconté qu'ils n'avaient pas choisi les bons pneus du côté de EF. Bon, ok, mais c'est pas la première fois hein, qu'il a ce souci-là sur le Tour de France. Il n'avait pas non plus les bons pneus. Ça fait 2 contre-la-montre sous la pluie ou sur route humide où il a du mal à s'en sortir en termes de trajectoire. Et là, bon, je veux bien que les trajectoires étaient pas bonnes. Il perd quand même 2 minutes, un truc comme ça. Je ne sais plus. Au niveau du chrono, c'est énorme. Hein. Il perd 2,53 sur 24 km, ça veut dire plus de 10 secondes. C'est énorme, ce genre d'écart-là. Ça fait plus d'une seconde au kilo, quoi. C'est énorme comme écart pour Bissegger. Puis surtout, bon, il est derrière des mecs, normalement, il est poutre, quoi. Il est derrière Antunes de FAPL, Jonas Kor, Joachim Silva. Donc voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé pour Bissegger, mais c'est vrai que ça fait depuis quelques temps qu'il n'a pas fait des grands chronos, parce qu'au championnat du monde, il se fait battre, il réalise pas une grande performance, au Tour de France, il se plante également. C'est bizarre parce que l'année dernière, il avait fait en plus un gros début de saison où il avait battu Ghana.
Et là, ça fait septième seulement du chrono des nations, par exemple, au niveau des contre-la-montre. Cinquième du chrono des championnats du monde. Alors, champion d'Europe, mais depuis le championnat d'Europe, c'est vrai que c'est pas forcément fantastique. En France, il fait 57e à Rocamadour, 98e à Copenhague. Je recherche ces derniers chronos. 8e à Montluçon sur Paris-Nice, avec l'arrivée en bosse. Voilà, depuis sa victoire en fait sur l'UAE Tour, il n'en a pas gagné beaucoup des contre-la-montre. Alors que normalement, c'est là où il est performant, Stefan Bissegger. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique. Parce que Stefan Bissegger, à part le contre-la-montre, bon là on va le tester sur les classiques flandriennes du côté de Bissegger, mais bon il est souvent échappé. C'est pas un mauvais coureur en tant qu'échappé, mais tu sens très bien que c'est pas le meilleur coureur pour passer des bosses. Déjà parce qu'il a pas le physique pour, et il a pas les qualités en plus pour passer les bosses. Donc c'est assez surprenant de le voir autant en difficulté sur le chrono, alors que techniquement c'est là où il doit être performant. Ça doit être son dada un petit peu, sinon Stefan Bissegger devient un coureur beaucoup moins intéressant pour une équipe World Tour. On poursuit avec Jakobsen. Pas du grand Jakobsen depuis le début d'année. Alors est-ce qu'il essaye d'être prêt un peu plus tard, ce qui serait une stratégie du côté de Jakobsen, de se préparer pour être performant un peu plus tard dans l'année, parce que l'année dernière on a considéré qu'il était en forme trop tôt, et c'est vrai que sur le Tour de France il n'y a qu'une seule victoire d'étape, ce qui fait qu'il a été un petit peu déçu, Fabio Jakobsen. Mais cette semaine il a été peu présent dans les sprints. Il y avait deux sprints massifs où il se rate, Jakobsen, donc c'est pas forcément fantastique de la part du coureur néerlandais pour le moment, alors que pourtant il avait quand même une équipe autour de lui, notamment alors sauf Van Wilder qui jouait plus ce général, mais Cavagna, Asgreen, De Klerk, Morkov, Pedersen, c'était quand même tout pour lui. Et au final, 4e de l'étape 1, 18e de l'étape 3. C'est pas foufou. Il y a une seule victoire d'étape pour le moment pour Jakobsen, c'était sur le Tour de San Juan, mais même sur le Tour de San Juan, et ça avait été confirmé par Remco Evenepoel sur la chaîne Équipe, qui s'attendait quand même à mieux en termes de résultats. Ça fait deux courses un petit peu décevantes pour Fabio Jakobsen. Ensuite, on va le voir sur Kuurne, le Samin. Surprenant même de le voir sur le Samin. Et puis Tirreno Adriatico, il sera en Italie au mois de mars. Je rappelle, Kuurne, Omloop, Samin, ça sera débriefé sur la chaîne Le Samin. Comme vous le savez, c'est toujours le mardi, toujours assez particulier. Voilà, on fera les épreuves de début de saison, de pré-saison, le calendrier d'ouverture belge. Voilà, on va le suivre sur la chaîne. Et puis je rappelle, il y aura également Drôme Classique, Ardèche Classique. Il y aura également la Formule 1 avec les essais de pré-saison. Enfin voilà, pas mal de choses sur la chaîne cette semaine qui est prévue, avec pas mal de présentations, parce qu'on fera la présentation de toutes ces épreuves belges, de toutes ces classiques belges. Toujours important de savoir où on met les pieds. Et puis je termine avec Alpecin. Début de saison catastrophique de la part d'Alpecin. Alors, on a perdu des éléments, notamment Jevine, ça leur coûte beaucoup. Parce que, alors certes, ils ont récupéré Quinten Hermans, mais pour l'instant, Quinten Hermans est très discret. Et du côté d'Alpecin, pour le moment, ils sont quand même très peu visibles. C'est ça qui est en plus inquiétant. C'est-à-dire qu'on a très peu vu de fois le maillot de cette formation. Et là, sur cette course, le meilleur coureur au général, c'est Sandro Meurice, seulement 37e. Un Sbaragli 82e, Quinten Hermans seulement 57e. On ne les a pas vus, et c'est un peu le cas depuis le début de saison. Alors, on espère le retour de Van Der Poel, mais sauf qu'il va pas revenir tout de suite. Van Der Poel, ça sera pas avant le mois de mars, le temps de récupérer des épreuves qu'il a effectuées sur le cyclocross. Ça va être quand même un petit peu une dépendance autour de Van Der Poel, et c'est pas forcément l'idéal, parce que Van Der Poel, des fois il se plante aussi, et on s'attendait un peu mieux de Quinten Hermans sur une épreuve comme le Tour de l'Algarve. Il est passé un petit peu à côté, et c'est vrai que Alpecin, ils n'ont pas forcément beaucoup de leaders pour aller marquer des points au niveau UCI. Ça serait dommage que cette équipe-là ne reste que 3 ans au World Tour et redescende juste après être montée. Ça serait un petit peu dommageable, mais parce que
J'ai l'impression que cette équipe plafonne un petit peu, voilà, avec bon, pas mal de sprinters, mais est-ce que les sprinters c'est la bonne solution avec le nouveau système UCI? Pas sûr. Et puis surtout, on a peu vu leur leader en fait, hein. Caden Groves, on l'a vu que sur le Down Under, Quinton Hermans, on ne l'a pas vu énormément, Van Der Poel, on le sait pour les raisons qu'elle le connaît, n'est pas très visible, donc c'est un petit peu dommageable pour le moment pour cette équipe qui a du mal à s'en sortir. Il faut bien le dire, pour le moment, l'équipe Alpecin de Konak. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pendant toute cette semaine avec l'UAE Tour et puis également les classiques belges qui sont prévus au programme. Allez, ciao ciao sur la Mélec Production.